merci à tout le monde d'être là. Je sais qu'il y était un temps où avant les fêtes, ça ralentissait, mais je pense que ça n'existe plus, ça. On dirait que ça vient de plus en plus vite, même avant les fêtes. Tout le monde veut finir avant de partir. Fait que je suis très contente que vous soyez là. La séance va être enregistrée pour d'autres qui ne peuvent pas se joindre à nous, mais qui veulent vous connaître et puis connaître un peu vos services. Alors aujourd'hui, ben, on a le plaisir d'accueillir d'abord Catherine Saint-Hilaire, qui est adjointe à la coordination. Et puis là, je vais sûrement escamoter le nom du réseau. C'est le réseau, en tout cas pour l'immigration francophone de l'Est ontarien. Mais le S, je ne sais pas c'est quoi, réseau? De soutien. De soutien, voilà. Alors, voilà. Et puis, juste pour vous donner une idée de qui est Catherine, en tout cas, un petit aperçu, parce que je suis sûre qu'on gagne à la connaître. Alors, Catherine Saint-Hilaire est adjointe à la coordination, donc, du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est ontarien. Et elle est titulaire d'un doctorat en sociologie et méthodologie des sciences sociales. Elle a une spécialisation en immigration, diaspora, sentiment d'appartenance et création d'identité. Catherine est très impliquée dans le secteur communautaire à travers la gestion de projets, la coordination de comités, puis la mise en œuvre d'événements. Elle a une capacité à être rigoureuse, énergique et positive vers l'atteinte de ses objectifs grâce à son leadership d'influence, à sa facilité de communication, ainsi qu'à son souci du détail. Alors, je vais vous donner une brève description de la présentation de Catherine. Alors, sa présentation va expliquer brièvement le principe des réseaux en immigration francophone au Canada, hors Québec, sous la tutelle de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Tous les RIF du Canada offre des services d'établissement indirects et ayant comme clientèle les organismes et services travaillant de près ou de loin avec l'immigration francophone. Plus précisément, en Ontario, nous avons la structure des réseaux en immigration de l'Ontario, le RIFO, avec quelques exemples de projets provinciaux. Dans l'Est ontarien, le RSIFEO, donc le fameux réseau de soutien en immigration de l'Est ontarien, travaille avec plus de 75 partenaires et membres. La présentation terminera en dévoilant les 4 organismes de services d'établissement direct présents dans la région du RSIFEO, de bons contacts à connaître pour le personnel de la COFA. Alors, on est très content, Catherine, que tu puisses être là. On est déjà en lien avec vous grâce à la participation de notre collègue Mohamed, qui a participé beaucoup à vos événements, à vos rencontres périodiques, puis même à des foires. Alors, puis on va continuer à être présent. Alors, merci beaucoup à vous deux. Puis voilà, je te laisse la parole. Et puis après, je présenterai notre seconde invitée, Guylaine Vinet. Merci beaucoup. Est-ce que c'est correct si je partage quelque chose à l'écran? Comme Bien ça, je sûr. vais pouvoir débuter ma présentation. Comme ça. Juste un instant, je vais m'assurer que... Parce que là, je m'excuse, je n'ai pas mon ordinateur. Bien évidemment, il a fallu qu'il soit défectueux juste avant que j'ai ma présentation. Alors, j'utilise un autre ordinateur, puis j'ai essayé de m'organiser pour que je vois ma présentation et tout. Donc, vous avez présentement ma présentation, je crois. Est-ce que vous la voyez bien? Oui? OK, parfait. Donc, comme on disait, mon nom est Catherine Saint-Hilaire. Je vais vous présenter c'est quoi le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est ontarien, l'Est de l'Ontario. On m'a demandé de présenter les réseaux, puis en parlant avec certaines personnes, je me suis dit, bon, je sais pas qui connaît les réseaux, si vous connaissez quel genre de bébites nous sommes, quelle sorte de service est-ce qu'on donne. Puis je me suis dit, je vais reculer un petit peu, puis en me disant, c'est une présentation que vous allez recevoir par courriel, va être enregistrée, ça va être utile pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas autant les réseaux en immigration francophone, d'avoir l'information de base et un peu plus de spécifique. Donc, je vais y aller, je vais devoir cliquer quelques fois parce que, voilà, qui suis-je? Juste à l'heure, vous avez eu la belle présentation de ma petite biographie. Donc, oui, moi, j'ai étudié dans le domaine de l'immigration, mais effectivement, je travaille dans le communautaire, puis selon moi, c'est l'endroit où je peux utiliser mes connaissances d'une manière vraiment très concrète. Alors, j'aime beaucoup ce que je fais et je suis très heureuse d'être ici pour parler de justement ce qu'on fait avec le réseau. Je ne répéterai pas toute la belle présentation parce que vous l'avez déjà.
Donc, notre agenda aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les RIF, les réseaux en immigration francophone. Ensuite, je vais vous parler un peu de la structure qu'on a en Ontario, parce que vous êtes majoritairement tous un peu partout sur le territoire de l'Ontario, donc les RIFO, les réseaux en immigration francophone de l'Ontario. Je vais aller plus précisément dans moi, le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, que je vais avoir tendance à appeler le réseau, parce que notre acronyme ne se dit pas. Et ensuite, je vais aller un peu plus avec une présentation de nos partenaires, parce que vous faites partie de nos partenaires et l'intérêt de participer avec nous dans les réseaux, un réseau de contacts comme ça, c'est vraiment l'avantage de connaître les différents partenaires qu'on a avec nous. Il y a beaucoup d'informations dans cette présentation. Je vais peut-être passer au travers certains détails plus rapidement que d'autres. Si vous avez des questions, si vous voulez réviser la présentation par la suite, si vous voulez m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir. Mais comme je dis, on a beaucoup d'infos pour clarifier des choses, mais je ne veux pas confondre les gens avec plein de trucs. Alors, comme je dis, je vais y aller vraiment avec des détails intéressants, puis vous allez me dire par la suite si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions. Donc, je vais commencer avec au Canada. Je vais avancer. Oups, un instant, j'ai dit trop de choses. OK, comme je dis, encore une fois, je suis désolée. J'ai beaucoup de trucs en même temps. Et j'essaie d'y arriver au bon. Bon, parfait. Donc, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté canadienne, qui est le ministère de l'Immigration, finance des services d'établissement au Canada. Il y a deux sortes de services d'établissement. Il y a les services d'établissement directs et indirects. Les services d'établissement, ils offrent de l'aide aux nouveaux arrivants francophones afin de faciliter leur établissement au sein de la collectivité d'accueil et leur intégration dans la société canadienne grâce à deux volets, donc information et orientation, pour aider, préparer les nouveaux arrivants à entrer sur le marché du travail, à s'établir dans leur communauté d'accueil, à devenir des citoyens actifs et aussi à travers l'évaluation des besoins et l'aiguillage. Donc, ils font souvent remplir un formulaire pour savoir exactement les besoins de la personne migrante, les orienter vers les bons services et s'ils ne les donnent pas à l'interne, les orienter à d'autres partenaires pour qu'ils aient toute l'information. Nos organismes d'établissement, je vais en parler à la fin avec nos partenaires, mais nous, ce que nous faisons dans les différents réseaux, c'est des services d'établissement considérés indirects. Donc, les RIF, nous, on vise à accroître la capacité d'accueil, d'intégration, la rétention des communautés francophones et acadiennes en mobilisant divers intervenants et intervenantes, comme vous, en renforçant la collaboration et la planification stratégique à l'échelle de la collectivité, de la région et par ricochet à l'échelle nationale, partout au Canada. Donc, nous, on n'offre pas de service direct à l'immigrant francophone. Les RIF, on trace des voies vers une immigration réussie en intervenant auprès des acteurs francophones qui œuvrent dans l'immigration. Comme je dis, de près ou de loin, certains services sont directement dirigés à l'immigration. Certains services de nos partenaires sont généralement pour la communauté francophone et ils ont dans leur clientèle de l'immigration et donc viennent nous voir pour aller chercher des outils et mieux comprendre comment ils peuvent répondre à cette clientèle spécifique. Donc, on arrive ici avec un petit peu plus d'explications sur nous, comment est-ce qu'on s'organise, si vous voulez. Donc, il est important de comprendre que ça, c'est pas un schéma de gouvernance, c'est vraiment plus une explication un peu de comment est-ce que vous avez peut-être déjà entendu parler des différents réseaux. Donc, l'IRCC a implanté 13 RIF au pays dans des organismes de services directs dans les différents territoires et provinces au niveau du terrain. Nous, on est des programmes, on n'est pas des organismes indépendants dans le principe que, par exemple, de manière administrative, nous, on ne peut pas appliquer pour un financement. C'est l'organisme qui nous héberge qui peut aller appliquer pour un financement. Donc, on est interne à un autre organisme qui, eux, sont sur le terrain. C'est le principe de ma coordonnatrice disait ça, on est des bibites d'IRCC. IRCC a décidé qu'ils voulaient qu'on existe. Mais pour s'assurer qu'on ait vraiment l'information qu'il y a sur le terrain, ils nous ont implanté directement avec nos partenaires. Notre rôle, c'est de sonder de ce qui se passe sur le terrain et remonter l'information directement. On est sous la gouvernance et on répond directement à IRCC, même si on est impliqué à l'intérieur d'une organisation. Donc, les organismes qui nous hébergent ont la gestion administrative. Donc, on est de cette façon. La FCFA, la Fédération canadienne des francophones et acadiennes, offre depuis 2006 un appui à l'encadrement des RIF. Donc, il nous aide avec ce qui est la Semaine nationale de l'immigration francophone au début novembre, aussi la coordination des différents gestionnaires des RIF. Il nous aide vraiment à coordonner parce que dans tout le Canada hors Québec, on a des différences géographiques très diversifiés. Donc, avec eux, ils nous aident à nous vraiment comprendre et à se comprendre entre nous. Les RIFO, on est la seule province qui a plus qu'un RIF. Donc, en Ontario, on s'est dit pourquoi pas essayer de travailler ensemble pour pouvoir avoir un meilleur impact auprès de la province, auprès des différents partenaires et intervenants et même les gouvernements. Donc, on a les RIFO. Puis des fois, on a une perspective qui est beaucoup plus soutenue quand on travaille tous les trois ensemble.
Et dernièrement, moi, je suis du RIP. Donc, depuis 2007, on existe. On travaille avec les intervenants de la région de l'Est ontarien, Kingston, Ottawa, Cornwall, Hawkesbury et toute la région de SDGPR, Stormont, Glasgow and Glary et Prescott Russell. Donc, j'avance. Comme je disais, la Fédération canadienne francophone et acadienne, ben, eux, ils nous aident à coordonner avec les 13 réseaux en immigration. En tout, ces 13 réseaux-là regroupent près de 300 organismes et institutions partenaires qui rassemblent les acteurs et actrices dans la première ligne, donc au sein des communautés francophones et acadiennes, pour attirer, recruter, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes d'expression française. Les RIF constituent bien plus qu'une affiliation à un seul organisme. Les RIF ont vu le jour en 2003, sont aujourd'hui présents dans 9 provinces et 2 territoires. Donc, nous autres, on a vraiment, à travers nos membres et partenaires de tous les réseaux au Canada, on compte les conseils scolaires, organismes de développement économique, collèges et universités, des services de santé, des centres culturels, des centres de services à l'emploi, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités et plus encore. Nous, on invite tous ces partenaires-là à se rejoindre avec nous pour apprendre à se connaître, briser les silos, être capable de se faire du référencement, travailler en équipe. Nous, on est là pour essayer d'être le coach de cette belle équipe-là, puis de faire avancer pour qu'on avance tout le monde ensemble sur le terrain. Désolée, mon conjoint écoute des matchs de soccer dernièrement. Je pense juste à des métaphores sportives et ça arrive on essaye d'être une belle équipe puis de bien travailler ensemble. Donc, nous autres, les RIF, on est des vecteurs de changement. On veut bâtir des communautés plurielles et inclusives. On veut créer des mécanismes de collaboration qui sont plus directs. Donc, on veut que les organismes pensent tout de suite à aller travailler en collaboration et en partenariat avec d'autres personnes. Donc, ils viennent nous rejoindre pour qu'on joue un peu à les mettre en contact parce que nous, on est un peu au courant de tout ce qui se passe autour de nous dans la communauté. On a une vision et une approche qui est vraiment plus globale, même si on veut aller répondre aux besoins sur le terrain. Concrètement, on développe, on met en œuvre des plans stratégiques qui répondent aux besoins identifiés par vous, les partenaires, et par la communauté immigrante. On travaille pas directement avec eux, mais on essaie de déterminer les défis, les lacunes, puis on est là pour augmenter les capacités des partenaires à répondre à ces besoins-là d'une manière qui va aider le nouvel arrivant à se sentir plus inclus, intégré et avoir le bon parcours d'immigration francophone. À l'intérieur de la FCFA, eux, ils nous aident vraiment à renforcer nos outils à travers le Canada. Ils nous offrent de l'aide pour nos appuis stratégiques. Donc, eux, ils sont vraiment la personne qu'on connecte pour avoir de l'appui. Et c'est à travers eux aussi qu'on apprend à connaître les autres réseaux, puis on se découvre un peu plus d'outils ensemble. Donc, en Ontario, comme on expliquait, là, je suis rendue dans la partie un peu plus RIFO, parce que je vous expliquais un peu plus c'est quoi des RIF, qu'est-ce qu'on fait en général. Rendu dans la portion Ontario, les RIFO, les RIF de l'Ontario, nous autres, on a 3 réseaux d'immigration francophone, soit le réseau d'immigration francophone du centre-sud-ouest, vous avez le réseau d'immigration francophone de l'Est ontarien, le reste de l'Ontario, et le réseau d'immigration francophone du nord de l'Ontario. Comme dans les autres provinces et territoires, chaque RIF représente un réseau regroupant des partenaires issus d'une variété de secteurs de développement communautaire, services d'établissements gouvernementaux et autres qui sont engagés à exercer un leadership individuel et collectif à travers le réseau. Quand vous allez avoir la présentation, vous pouvez facilement cliquer sur les logos. Vous allez pouvoir vous rendre sur la page Internet tout de suite des différents réseaux. Ça. Donc, oui, nous autres, les réseaux, on a beaucoup d'avantages à travailler ensemble. C'est sûr qu'on a des réalités puis des différences dans nos territoires qui sont vraiment très marquantes. On a tous, dans nos territoires des grandes villes, on a des espaces semi-ruraux, on a des espaces ruraux. Mais on comprend aussi qu'on a une différence géographique, mais qu'on peut s'entraider en se créant des outils. On a vu l'importance d'avoir une cohésion et d'un fil conducteur, de travailler ensemble, de créer des projets, d'avancer sur un plan vraiment plus stratégique pour mobiliser, concerter efficacement les partenaires communautaires qui, comme vous, travaillent sur toute la province. C'est fun de vous avoir, comme je dis, nous autres, on a Mohamed à nos tables à Ottawa, mais on pourrait avoir facilement des gens dans différentes tables et on pourrait, nous, s'assurer aussi qu'on a une représentation un peu plus provinciale aussi. Donc, on essaie vraiment d'être sur le terrain, mais de comprendre un peu la grandeur de tout. Ça nous permet d'avoir un message commun, une perspective provinciale. Donc, on peut avoir des meilleures stratégies, activités pour la promotion de la collectivité des migrants francophones quand on parle au niveau de la province de l'Ontario et pas juste Toronto, pas juste Ottawa, pas juste Sudbury, mais on peut parler de la province de l'Ontario. Et ensuite, on peut aller plus spécifiquement dans nos différentes régions. Puis, on peut avoir des visuels communs, vraiment une approche plus précise sur qui nous sommes, comment nous sommes, mais à travers cette structure-là. Donc, on a des avantages à travailler ensemble, nous, les RIF de l'Ontario, les RIFO. Donc,
Là, vous allez très bien comprendre le principe. Nous autres, on se crée un plan stratégique provincial. Après avoir pris les spécificités de chacune des régions individuelles, on essaie de comprendre vraiment, on a des réalités régionales très précises. Ceux qui sont éparpillés un peu dans la province, vous allez le savoir. Si vos collègues travaillent de Toronto, d'Ottawa, de Sudbury, c'est sûr que vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes approches, mais de travailler ensemble, ça nous permet d'avoir un grand plan au centre et ensuite de créer des actions qui peuvent être ensuite découlées dans les différentes régions. C'est une manière un peu plus cohésive, mais ça nous permet d'être aussi particulier dans notre région que d'avoir une perspective plus grande. Je suis certaine que vous avez vos réalités similaires à l'intérieur de votre organisme. Je vais donner un exemple. On a mis en place dernièrement, on a mis une stratégie de lutte contre le racisme à travers les RITFO, avec comme thème rendre l'invisible visible. Donc, on avait le mandat, nous autres, on s'était donné le mandat de sensibiliser, d'éduquer à travers ça, destiné aux acteurs francophones de la province afin de mener des actions contre le racisme et la discrimination dans les communautés. On a décidé de travailler pour une stratégie innovante avec la firme Boxia et l'équipe de santé psychologique d'Orléans, qui, eux, travaillent avec des activités très complémentaires. On voulait développer une stratégie. On a développé une vingtaine de bandes dessinées, 3 vidéos balado dans le but de la sensibilisation, de l'éducation des organismes communautaires et le grand public sur les préjugés, le racisme systémique, la discrimination, la conscientisation aux 2 phénomènes souvent vécus en parallèle, qui est le privilège blanc et la fragilité blanche. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez facilement cliquer sur l'image lorsque vous aurez la présentation pour en apprendre un peu plus. Selon nous, ça a un impact qui est important dans la société, puis c'est en travaillant avec toute la province que chaque réseau peut apporter ça à leur clientèle. Donc, c'est une force qu'on peut avoir qui est beaucoup plus grande que juste notre région. Je pense que ça, c'est un avantage, nous. Donc, encore une fois, c'est des outils que nous, on a créés, qu'on invite nos partenaires à utiliser et à découvrir pour mieux s'outiller face à la situation qu'ils vivent dans leur région. J'arrive dans ma portion un peu plus que moi, je m'y connais, précisément le réseau de soutien à l'immigration francophone ou le RIF de l'Est de l'Ontario. Comme je disais, le réseau. Donc, nous autres, on découle d'un plan stratégique du gouvernement du Canada qui vise à favoriser l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire afin de maintenir le poids démographique des communautés francophones. Donc, on a été créé en 2007 et on est administré présentement à l'intérieur du CESOC, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, qui est basé à Ottawa, mais qui ont maintenant des bureaux un peu partout dans l'Est ontarien. C'est pour nous le réseau dans l'Est. Désolée, quelqu'un a voulu ajouter des animations à ma présentation, puis je découvre encore les belles animations qu'ils nous ont mis. Donc, dans le fond, nous autres, notre vision, mandat et territoire, notre vision, c'est on est un partenaire incontournable dans l'orchestration des efforts visant à accroître le nombre d'immigrants francophones et à réussir leur intégration dans les régions de l'Est ontarien. Le mandat du réseau vise à favoriser l'attraction, l'accueil, l'établissement et l'intégration socio-économique réussie des immigrants francophones, comme je disais, à partir des organismes qui travaillent avec l'immigration. Puis notre territoire dans l'Est ontarien, c'est la grande région d'Émile-Île-Kingston, le Grand Ottawa et ses environs. Cornwall, le territoire de Stormont, Dundas, Glengarry et Prescott-Russell, même à l'endroit où il y a la communauté francophone accueillante de Hawkesbury, que je vais pouvoir vous parler dans un instant. Donc, les objectifs du plan stratégique provincial des réseaux en immigration que nous, on adapte à notre région à nous. Donc, on a trois angles d'approche vraiment pour la personne immigrante, pour la communauté et pour le Canada. Donc, ce qu'on vise pour les personnes immigrantes, c'est une intégration et une inclusion réussie des immigrants dans les communautés francophones en milieu minoritaire. On veut attirer les immigrants francophones à venir s'établir dans nos communautés francophones. On travaille avec la communauté pour le renforcement de la vitalité poids démographique communauté en situation minoritaire et on s'assure que ces communautés-là soient prêtes et bien outillées à recevoir des personnes immigrantes francophones dans leur communauté, ce qui est pas toujours qui va pas toujours de soi, là, avoir une perspective, une compréhension, s'assurer de expliquer pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir une certaine diversité au sein d'un CA. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir des informations claires en avant d'une boutique pour bien comprendre comment ça fonctionne ou les services offerts en français aussi et pas juste l'annonce de la boutique en anglais. Donc, on a plein de petits détails qu'on fait avec la communauté. Et ensuite, pour le Canada, ben, c'est la prospérité du Canada, même le renforcement de la dualité linguistique, de la diversité du tissu social canadien. On travaille très fort pour que le Canada demeure bilingue, autant qu'il l'affiche, mais d'une manière aussi intrinsèque, en s'assurant que l'immigration qui arrive, c'est de l'immigration qui parle français, puis qu'on s'assure aussi qu'il y a une certaine diversité et ouverture d'esprit à l'intérieur. Okay.
Là, ça c'est l'ancien modèle, on avait quatre axes de travail spécial pour le réseau. Moi, je les avais déterminés en 5, donc je vais juste vous les dire en 5, vous pourrez les lire un peu plus, sont détaillés un petit peu différents. Donc, nos actes d'intervention, c'est vraiment la concertation, la coordination, la mobilisation, l'identification des besoins des immigrants, le continuum et coordination des services, promotion de la communauté, recrutement des immigrants. Donc, nous, on ne fait pas du recrutement direct, mais on attire les immigrants à venir dans nos communautés francophones à travers la promotion de nos différentes régions. On appuie pour l'intégration et l'autonomie économique avec nos partenaires économiques et on appuie l'intégration et la sociale, culturelle et communautaire avec nos organismes communautaires. On est considéré un leader en concernant des questions d'immigration de francophones et d'établissements. On sert de carrefour de coordination, de planification, d'initiatives, de projets avec nos membres. Quand un de nos membres a un projet qui veut mettre en avant-plan, qui cherche des partenaires, qui veut avoir des appuis, qui cherche des données, qui veut avoir un soutien, bien, nous, on est là pour pouvoir essayer de les connecter avec d'autres mondes, puis les appuyer dans leurs projets. On a eu des gens qui nous écrivent avec des idées, des suggestions. Puis notre but, c'est vraiment de créer ce réseau puis de dire, ben, écoute, est-ce que tu connais tel partenaire? Est-ce que tu t'es déjà mis en contact avec eux? On est aussi, on fait des recommandations à IRCC ou aux instances gouvernementales. Par exemple, voilà 2 semaines, notre coordonnatrice a comparu au comité sénatorial permanent des langues officielles en tant que témoin sur la question de la stratégie de l'immigration francophone et des défis qui l'accompagnent pour une étude sur l'immigration francophone en milieu minoritaire. La seule raison pour laquelle on peut apporter cette information-là, c'est qu'on est en contact avec nos partenaires qui, eux, nous donnent le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Voici quelles sont nos difficultés. Voici c'est quoi nos problèmes de recrutement avec des personnes immigrants. Voici, quand on reçoit des gens, comment est-ce qu'on a des lacunes et des problèmes pour s'assurer qu'ils soient intéressés à demeurer dans notre région. Donc, on a beaucoup d'informations qui nous proviennent des gens sur le terrain. Nous, on a une certaine visibilité au niveau gouvernemental, puis on reporte l'information plus haut en espérant que ça va mettre assez de poids pour qu'il y ait des changements. Là, à partir de là, on a énormément d'activités techniquement un peu plus concrètes. Je ne passerai pas à travers toutes les activités qu'on a ici. Je pense que ma présentation est déjà très longue. Vous pourrez les lire. Il y a deux slides différentes. Je vais juste mettre l'emphase peut-être sur maintenir activement des groupes de travail et comités locaux sectoriels. Ce que Gabriel a dit plus tôt, c'est que Mohamed siège à un de nos comités locaux. Dans chacun des réseaux, on divise par section. Nous autres, dans l'Est ontarien, on a, comme on disait, Kingston et ses environs, Ottawa et ses environs, SDGPR, donc Cornwall et ses environs. À l'intérieur de ces régions-là, 3 à 4 fois par année, on a des comités locaux. Donc, c'est une sorte de table de concertation qui rejoint les membres et les partenaires qui travaillent avec l'immigration. Puis, on invite les partenaires à venir pour qu'ils apprennent toute l'information sur l'immigration francophone qui arrive directement du ministère. On parle des mises à jour sur les différents projets. Puis, on invite nos partenaires à collaborer pour l'identification des besoins de l'immigration, collaborer pour établir les objectifs, les priorités, parce que notre plan d'action est défini par les besoins que les partenaires nous soulignent. Vous avez des besoins par rapport à une spécificité, vous nous en parlez. Puis nous, quand on construit notre plan d'action, on en construit en se disant quel projet on pourrait mettre en place pour pouvoir appuyer ces partenaires-là, peut-être les faire travailler avec d'autres partenaires dans le but d'avoir déployer un nouvel outil, un nouvel objectif. On renforce la concertation, le partenariat multisectoriel, on les invite à jouer des ambassadeurs des stratégies en immigration. Et à l'intérieur de ces comités-là, on a souvent des groupes de travail sectoriels sur un domaine ou sur un événement plus particulier, que ce soit sur le domaine de l'éducation. On est en train d'en construire un sur le domaine de la santé, l'intégration économique, l'accueil et l'inclusion. Puis on y va avec vraiment qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, les partenaires, les 5-6 partenaires autour de la table, quel événement on peut créer pour aider ou appuyer ce domaine-là, puis voir est-ce qu'on aille plus loin, qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources. Puis nous, notre travail, c'est de faire des suivis, d'animer les rencontres, de trouver les bons partenaires, de rechercher qu'est-ce qu'on peut faire comme prochaine étape pour appuyer les partenaires avec leurs besoins et créer quelque chose de concret. Donc ça, c'était pour le point 4 parce que je voulais le mettre en évidence. Et comme je vous ai dit, il y a 8 points généraux des activités attendues. Puis, je veux dire, vous pourrez les lire en détail. Le seul que je vais passer un petit moment pour expliquer peut-être un exemple, c'est celui-ci. C'est 4 sections. Je vais donner un exemple. Renforcement des capacités des membres et partenaires. Une fois par mois, le réseau de l'Est ontarien, on crée les rendez-vous du RIF. Donc, on a un spécialiste qui vient faire un webinaire. On invite nos partenaires à se connecter, que ce soit sur comment orienter les nouveaux arrivants avec comprendre le système bancaire canadien,
que ça soit la santé mentale auprès des organismes communautaires. Donc, c'est difficile, ça a été compliqué la pandémie. Comment est-ce qu'on fait pour aider une personne immigrante ou une personne qu'on rencontre qui a eu des problèmes à trouver des services durant la pandémie? Ça devient lourd sur une personne. Donc, on a des spécialistes qui viennent à tous les mois pour un sujet particulier. On invite les gens à se connecter, ça dure 1 heure et demie. Il y a de la discussion, il peut y avoir des suivis ensuite. Donc, on offre ça à nos partenaires pour qu'ils s'y connectent. Le point 2, organisation d'événements, sensibilisation des employeurs. L'année passée, on a fait un forum auprès des employeurs francophones de la région de Côte-Nord pour les sensibiliser et employer de l'immigration. J'ai fait un forum dernièrement en partenariat avec la FCO pour le monde de la petite enfance, mieux comprendre les diversités culturelles. Le point numéro 3, promotion des services francophones, communauté francophone et acadienne. On vient juste de lancer une série de vidéos promotionnelles pour la ville de Kingston. Donc, on parle de la beauté de la communauté francophone, des services offerts. On les a lancés durant la Semaine nationale de l'immigration francophone. Ils sont tous disponibles depuis la semaine passée, le dernier sorti, sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux. Dernier point, appui à la stratégie d'attraction nationale et internationale des immigrants francophones. Le réseau, au nom de ses partenaires, avait un kiosque en présentiel à Paris et à Rabat pour promouvoir les communautés francophones de nos régions, pour parler des services qui sont offerts sur place. On était là pour rencontrer des personnes immigrantes qui ont le projet de venir s'établir au Canada, puis on voulait leur vendre notre région. On était aussi disponible en virtuel pendant 3-4 jours par la suite. Donc, on a pu toucher près de 3000 personnes pour leur parler de tout ce qui existe ici. Nous, dans l'Est ontarien, mais tous les réseaux du Canada étaient présents. Donc, c'est un autre de nos mandats qu'on s'assure à faire pour pouvoir vraiment présenter la communauté francophone. Donc, je vais arriver ici dans la partie des partenaires. Comme on disait un peu plus tôt, moi, je m'excuse un instant, j'ai dû faire... C'est ça. Donc, le réseau travaille toute l'année avec plus de 75 partenaires et membres situés un peu partout dans la région de l'Est ontarien. On les convie aux comités locaux 3 à 4 fois par année. Ils sont invités à s'impliquer plus directement avec les autres membres dans les groupes de travail sectoriels régulièrement. On vient tout juste de fêter, par exemple, notre 15 ans, où on a souligné la part des 15 organismes et services qui sont avec nous depuis les tout débuts du réseau depuis 2007. Et dans le fond, nous autres, on existe grâce à vous, grâce aux partenaires, grâce grâce et avec vous. Donc, notre plan d'action est vraiment créé parce que vous nous dites, puis nous, on le met en place, puis on vous demande de l'appui pour participer. Donc, comme au début, j'utilisais le terme leadership d'influence. La seule raison pour laquelle nos projets fonctionnent, c'est que moi, je demande à des partenaires comme vous, êtes-vous prêts à vous impliquer avec moi? Je vais faire la coordination de cet événement-là. J'ai besoin que vous me dites, ben, je peux venir, je peux être présent, je peux parler de mon événement, je peux donner un atelier de 20 minutes, je peux être présent virtuel en présentiel. Puis chaque organisme s'implique un petit peu avec nous, puis on crée quelque chose de plus gros qui va permettre à tous ces organismes-là d'atteindre des cibles d'une manière qui, tout seul à l'interne, il n'y aurait peut-être pas eu les ressources pour le mettre en place. Que ça soit de créer un nouveau guide, que ça soit de créer un événement pour les employeurs, que ça soit pour rejoindre les nouvelles familles dans les conseils scolaires. C'est plein d'aspects qu'on fait un petit peu différents nous autres. Comme je dis, on le crée par et pour vous. Donc, à quelque part, on vous remercie d'être là avec nous, puis de s'impliquer avec nous parce que je pense que c'est ça qui fait la plus belle différence dans notre communauté, c'est qu'on peut travailler tout le monde ensemble. Vite, on a 2 projets ici qu'on a créés avec les partenaires qui sont plus proches de la communauté francophone et des immigrants. On a en 2019 la communauté francophone accueillante de Hawkesbury qui ressort des consultations 2015-2017 pour appuyer la consolidation du parcours d'intégration d'immigrants francophones. Donc, il y a un projet qui existe présentement à Hawkesbury pour s'assurer que la communauté est prête à accueillir l'immigration francophone, comme on dit, mettre des programmes en place, mettre des outils pour la communauté. Ce sont des partenaires, puis ils ont créé des programmes d'ambassadeurs de la diversité et autres. Donc, sur place, il y a des services spécifiques pour les immigrants francophones dans une région semi-rurale et tous les outils qui sont créés à l'intérieur de ça, on les utilise pour les remettre ailleurs dans différentes régions de l'Est ontarien. Donc, on a créé ça avec des partenaires et eux travaillent plus proche de l'immigration francophone. Comme en 2020, à Ottawa, on a créé le point d'accueil francophone, qui est un service d'aiguillage pour les nouveaux arrivants francophones, un guichet unique. C'est une dizaine de partenaires qui se sont impliqués autour de la table et ils ont créé un bureau central à Ottawa sur la rue Slater où les immigrants peuvent venir. C'est de l'aiguillage, donc c'est un début d'établissement, mais à travers ça, il y a des partenaires qui sont sur place disponibles où on peut prendre des rendez-vous pour revenir, puis le partenaire se déplace, va être là. Donc, la famille rencontre une personne et passe à travers plein de possibilités, le service d'emploi, les conseils scolaires, l'établissement de l'aide au logement, de l'entrepreneuriat, tout à partir du pré-départ jusqu'à leur établissement soit presque complète.
il y a un point d'accueil, il y a un guichet unique qui existe, puis c'est les partenaires du réseau qui en ont fait la demande, le réseau qui a coaché pour la demande de financement, qui a amené ça, le CESOC l'a déposé, le financement est rentré, le réseau garde un œil, mais c'est indépendant avec un comité directeur et autres, puis ça a été créé avec ce que les partenaires désiraient avoir comme nouveauté. Et ça fonctionne bien, ça grandit tous les jours, c'est vraiment le fun. Donc, pour que vous compreniez un peu mieux, vous pourrez cliquer pour avoir plus d'informations. Tous les 10, 11 partenaires maintenant, on crée un type de parcours avec les services qu'ils offrent. Donc, quand une personne rentre au parc, voici par où est-ce qu'ils peuvent passer pour rencontrer les autres partenaires et services. Ça, c'est pour spécifiquement dans la région du Grand Ottawa, mais on commence à avoir des collaborations un peu partout dans l'Est ontarien. Le vite parce que je sais qu'habituellement, si vous rencontrez des nouveaux arrivants, vous avez probablement des questions sur qu'est-ce que je fais pour l'aider, l'appuyer. Moi, j'ai peut-être pas les ressources. Nous, on vous invite à venir au réseau pour rencontrer les ressources. Mais si vous cherchez des contacts directs, où est-ce que je les envoie? Ben, nous, on a dans l'Est ontarien 4 services d'établissement direct. Comme j'ai parlé au début, le PAF Ottawa, si vous allez sur le logo, vous allez pouvoir voir le site Internet qui offre des services d'aiguillage. Au travers ces services d'aiguillage-là, ils orientent avec tous les autres organismes que je vais vous parler, mais comme ils sont basés à Ottawa, c'est pas toujours la ressource en premier à donner. Ce territoire, c'est Ottawa et ses environs. Vous avez le centre de ressources communautaires Vanier, qui eux aussi ont le service d'établissement. Leur quartier officiellement pour tous leurs services connexes sont dans le quartier de Vanier à Ottawa, parce que c'est un quartier où il y a énormément de population. Ils sortent de leur quartier habituellement quand ils ont pour des immigrants francophones, mais ils partagent le terrain à Ottawa avec le CESOC, qui est mon organisme hôte, qui est juste ici, je m'excuse, il est à droite plutôt qu'à gauche. Donc, le CESOC, lui, touche Ottawa et toute la région de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott, Russell. Donc, ils ont un bureau à Hawkesbury, un bureau à Cornwall. Et leur maison mère est à Ottawa. Maintenant, on a aussi un bureau dans la Maison de la francophonie. On a un bureau un peu plus loin aussi pour l'entrepreneuriat noir. Ils ont énormément de services pour les aînés immigrants, pour l'employabilité, pour les connexions communautaires, de l'appui au logement. Et ils sont en charge de d'autres projets aussi un peu partout, comme par exemple l'aide au rétablissement réfugié à Cornwall. Le CESA qui est un peu partout. Et dans la région de Kingston et ses environs, on a exclusivement l'ACFOMI qui, eux aussi, aident des ateliers d'aide à l'établissement, personnaliser les nouveaux arrivants. Il y a énormément de services à l'intérieur de l'ACFOMI. Ils font du très beau travail pour la communauté francophone présente à cet endroit-là. Donc, ça, c'était mes 4 organismes d'établissement. Et là, officiellement, j'ai terminé ma rencontre, donc ma présentation. Je vous ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de détails. J'ai parti de c'est quoi les services d'établissement indirects et directs, c'est quoi un réseau, c'est quoi l'Ontario, puis c'est quoi nous dans l'Est avec spécifiquement mes partenaires qui seraient peut-être vos personnes plus directes. J'ai fait ça très vite. Je m'excuse, j'ai peut-être parlé trop vite. Quand vous aurez la présentation, il y a mon courriel ici à l'adresse des bureaux du CESOC. N'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des questions, des demandes et autres. Ça va me faire plaisir. Ce que je vais faire présentement, c'est que je vais arrêter ma présentation. Pour voir. Merci beaucoup, Catherine. Écoute, c'est super intéressant parce que ça nous permet de démystifier un peu tous ces morceaux-là là, qui nous apparaissent comme un bloc, mais il y a différents joueurs qui ont différents rôles. Fait que ça, c'est le fun. Il y a une question qui est apparue dans le clavardage, là, c'est est-ce que vous avez un calendrier de vos activités là, pour rendez-vous du RIF, par exemple, et tout ça? Pour l'instant, on n'a pas encore préparé le calendrier 2023 parce que on s'est retrouvé à avoir un gala en novembre et c'était quand même un événement qu'on ne s'attendait pas qu'il prenne autant d'ampleur. Donc, on a fait une pause sur le calendrier. Je sais on avait prévu faire 4 ateliers pour un événement. On a décidé d'en faire une série complètement à part parce que ça va être 4 ateliers qui vont vraiment être spécifiques d'une thématique. Puis habituellement, on change. Mais je pense qu'on a le calendrier presque complet. On risque de le lancer en janvier pour toute la portion, au moins jusqu'au 31 mars, janvier, février, mars, ça va être probablement prêt. Puis après, en avril, on repart avec le prochain calendrier. Ce que je peux faire, c'est que dès qu'on a les dates officielles, je peux demander à Mohamed s'il veut partager l'information à toute son équipe. Oui, ça serait super parce que on peut offrir une vitrine aussi à travers les communautés de partage, mais notre forum annuel qui s'en vient aussi, tu sais, il y a des possibilités là, de partager de l'information. Puis beaucoup de notre clientèle, ce sont des nouveaux arrivants ou des personnes immigrantes, surtout des femmes. Et donc, tu sais, c'est important pour nous spécifiquement de cette clientèle. Ouais. Nos rendez-vous du RIF s'adressent plus particulièrement aux gens qui travaillent dans le monde communautaire. Il y a certains ateliers qui peuvent être intéressants. Comme je disais, on s'entend que quand on parle de santé mentale, tout le monde devrait être intéressé à quelque part, qu'importe où il travaille.
Par contre, je sais qu'on a aussi des activités que nos partenaires font qui sont directement orientées aux personnes immigrantes. Je sais que ça, on le met souvent dans notre infolettre. Quand c'est en virtuel, qu'importe où la personne est située, elle peut se connecter. C'est pas vraiment un problème. Vive la pandémie pour ce côté-là. Mais je veux dire, ça dépend toujours où se situe la clientèle visée. Donc, comme je dis, je peux vous passer l'information pour les deux, puis déterminerai qu'est-ce qui est plus facile à envoyer à qui. Oui, parce que aussi, on fait des projets, hein, alors c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres partenaires, puis peut-être d'avoir des idées de projets ou d'enrichir des Mhm. projets existants. Fait que c'est super. Merci beaucoup, Catherine, de ton temps. Super. Puis voilà. Ben, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires pour Catherine avant qu'on passe à notre prochaine invitée. Ça va, tout le monde est tranquille, Moi, c'est j'étais bon. juste curieuse de savoir si vous avez déjà travaillé avec les réseaux dans votre région. Est-ce que vous avez déjà communiqué avec eux? Est-ce que vous avez déjà participé à un événement qu'ils ont mis en place? Je sais que vous êtes un peu partout de la province. Je sais que certaines informations que j'ai données ont certainement été déjà connues de votre part. J'ai vu Linda, oui. Est-ce que c'était un événement spécifique à votre domaine? Est-ce que c'était une foire, quelque chose ou? Non, je viens juste d'arriver. On est en train de mettre en place un comité local pour faire venir des immigrants francophones. Fait que on est au tout début et je viens juste d'arriver de cette rencontre-là. Ah, Ah, excellent. super. C'est tout à bâtir. Mais c'est bien parce que je pense que je sais que des fois, ça peut sembler plus de travail qu'autre chose, participer à un comité local ou un groupe de travail sectoriel. Mais comprenez que nous autres, on a besoin de ce que c'est quoi vos lacunes, vos besoins, vos défis, bien les comprendre pour être capable de conceptualiser quelque chose, mettre en place par la suite. Puis c'est peut-être du temps que vous passez avec nous, mais à quelque part, nous autres, on a la capacité de le travailler à l'extérieur par la suite. Puis vous arrivez avec une mise à jour, puis de vous demander, écoute, il y a 5 étapes à ce projet-là, tu peux-tu m'aider avec celle-ci? Puis tout le monde travaille un petit peu, puis il y a tellement de belles choses qui peuvent être mises en place. Mohamed, tu en es témoin. Il y a des choses qui se développent, il y a des beaux projets. Puis je pense que plus on a de l'implication des gens qui sont sur le terrain comme vous, plus ça nous aide à avoir aussi le bon pouls de ce qui se passe. Puis moi, je vous invite à communiquer avec les gens de vos réseaux dans vos régions, puis être présent avec eux, puis de leur parler de comment c'est la situation. Que eux ont peut-être entendu ça de plusieurs personnes, puis ils font, tu vois, là, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est important, puis quels sont nos pouvoirs maintenant d'avancer ça, puis je pense que c'est le recrutement des migrants francophones, c'en est un. Surtout, je pense, Linda est à Kirkland Lake et puis peut-être le réseau le plus proche, celui de Sudbury, tu sais, mais puis je pense qu'ils ont une ville accueillante aussi à Sudbury. En tout Ouais. cas, je pense que ce qui est super important, Linda, c'est de préparer la communauté à accueillir des nouveaux arrivants parce que souvent, ça, c'est un enjeu pour l'intégration de Oui. nouveaux arrivants dans les communautés qui n'ont pas l'habitude aussi de côtoyer des personnes immigrantes. Alors, Puis ça fait partie d'un de nos mandats, donc de sensibiliser la communauté d'accueil, de faire des ateliers, faire des potlucks communautaires pour qu'il y ait un premier contact avec l'immigration, avec on avait nous autres, on peut faire venir des intervenants qui parlent au niveau de la municipalité. Est-ce que votre municipalité est accueillante? Est-ce que votre municipalité est ouverte d'esprit? Faire réfléchir à des projets, des idées. On arrive avec parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des gens qui vont venir vous parler. Tu sais, quand on a su que les réfugiés syriens arrivaient, on faisait venir des intervenants qui venaient parler de la culture syrienne pour que la personne comprenne. C'est pas que la personne est impolie, elle comprend juste pas. C'est autant des fois d'un autre aspect culturel. On disait, j'écoutais hier un jeune entrepreneur qui était pour un concours avec la SEO, puis il disait, moi, un des premiers problèmes que j'ai eu au début, c'est que je comprenais pas c'est comment faire le recyclage. Puis il a fallu que quelqu'un me l'explique, mais avant ça, j'ai eu des voisins qui m'ont regardé fâchée quelquefois, mais à la place de venir me dire que je pose la question, il dit, maintenant, je suis tellement impliquée dans l'écologie, puis le recyclage, puis je suis dans plein de projets, plein d'organisations, mais il dit ça aussi, c'est quelque chose à comprendre parce que dans mon pays, on réutilise pas et on recycle pas la même façon. Préparer les communautés à comprendre et à venir mettre un projet, un programme en place. Est-ce qu'il y a un pamphlet explicatif à ces gens-là? Il y a tellement de choses qui peuvent être faites à des petits niveaux comme à des grands, mais oui, oui. il y a des belles possibilités.
Oui, tu as tout à fait raison. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser au principe des littératies multiples. Hein? La littératie, c'est pas juste apprendre à lire, écrire, compter, puis savoir utiliser l'ordinateur. C'est apprendre à lire son monde, à décoder les chiffres. Et puis c'est un peu ça aussi que tu apportes dans ton commentaire, Catherine, c'est-à-dire culturellement apprendre à se comprendre, à décoder les façons de faire de chacun, puis d'essayer de faciliter la communication puis la compréhension de l'un et l'autre. Fait que c'est super. Là, je vois qu'il y a Mohamed qui a la main levée, puis il y avait un commentaire juste avant ça dans le clavardage. Où est-ce que José Blake dit oui, avec le centre de santé du Grand Sudbury, notre programmation fait partie du centre de santé qui nous permet d'avoir un contact direct avec le DFA ou le CFA. Qu'est-ce que le CFA? C'est La communauté francophone accueillante. Ah, Donc, voilà. il y en a une, les réseaux avaient le mandat de déterminer partout au Canada les communautés qui pourraient devenir justement des programmes. De l'argent serait injecté dans cette communauté-là pour s'assurer qu'elle devienne plus accueillante, prête à recevoir des migrations. Donc, pas nécessairement recruter, mais s'ils sont accueillants, s'ils sont préparés, s'ils sont, puis qu'il y a une certaine visibilité qui est mise en avant-plan. On a reçu nous autres plein d'appels après, dès que la CFA de Hawkesbury a été connue. Les gens de l'étranger ont fait, je veux venir habiter là. Parce que les gens sont préparés, il y a une liste de postes, de logements, de sites, Ils tout le sentent qu'ils travail vont a être été fait. accueillis, c'est ça. C'est ça. Fait que les réseaux ont eu le mandat de déterminer quelle municipalité, quel endroit seraient les bons. Puis dans chaque réseau, il y a une ville maintenant qui a été sélectionnée. Oui, c'est Sudbury, c'est Hamilton pour le coin du centre-sud-ouest, c'est Hawkesbury pour l'Est ontarien. Puis il y avait des critères spécifiques. Il fallait qu'il y ait une communauté francophone, un certain pourcentage de population. Il fallait que la municipalité soit impliquée. Il fallait qu'il y ait des actions qui allaient être mises en place. Il y a eu du budget qui a été injecté pour, comme on dit, là, si, ma coordonnatrice a tendance à dire build it and they'll come. Si tu construis la base d'accueil, les gens vont venir parce qu'ils comprennent, ils le voient. Donc, je pense qu'il y a des belles choses. Puis, je suis très heureuse de savoir que vous travaillez avec la CFA parce que je pense que... En tout cas, c'est clair que tu es passionnée. Moi, je vois le temps filer, fait que je vais prendre un dernier commentaire dans le clavardage, puis je vais donner la parole à Mohamed par la suite. Alors, dans le clavardage, nous participons activement au comité local en immigration francophone de North Bay, organisé par le RIF de Sudbury. Nous participons aux activités organisées par eux et ils nous ont aidés à faire l'embauche de nos formateurs. Alors, tu vois, il y a eu des retombées même pour notre secteur. Fait que c'est super. Mohamed, tu avais la main levée? Oui, il y a le côté, il y a des agents d'établissement et le travail qu'ils font, c'est que quand les familles arrivent, ben, c'est à travers ces agents-là que les personnes immigrantes ont accès à nos services. Ce sont les agents qui les aident à trouver l'école, le centre de formation, le centre de santé et les centres communautaires autour d'eux. Il y a des agents formidables agents au CESDOC, par exemple, mais il y en a aussi dans les écoles. Donc, voilà, c'est tout. Intéressant, ça, c'est bon à savoir. Merci Mohamed. Et puis là, vu que le temps passe, je vais te remercier énormément, Catherine, de nous avoir accordé de ton temps puis partager ta passion, tes connaissances, ton expertise. Et puis là, je vais céder la parole, si vous le voulez bien, à Guylaine Vinet, que plusieurs d'entre vous connaissez parce que Guylaine, c'est notre invité régulier aux communautés de pratique. Alors, Guylaine, contente de te retrouver. Alors, peut-être simplement pour présenter Guylaine. Guylaine travaille dans le secteur de l'alphabétisation des adultes depuis plus de 20 ans. Dans son rôle actuel en tant que conseillère en technologie et éducation à Alpha Plus, elle aide les intervenants et les organismes d'AFB à améliorer leurs connaissances et leur application de la technologie au moyen de l'accompagnement, de la formation en équipe et du partage de ressources. Alors, Guylaine est ici aujourd'hui pour nous présenter un petit peu différents services là, disponibles chez Alpha Plus. Alors, Guylaine, merci d'être là, puis à toi la parole. Merci, Gabrielle. Merci de m'avoir invité. Je sais que vous me voyez assez régulièrement, mais vous me voyez pas aborder les services qu'on offre. Je pense que j'en parle un peu ici et là. Mais là, aujourd'hui, je vais vous donner un portrait de qu'est-ce qu'on fait. Et puis, je veux juste dire que si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez le faire. Ça me dérange pas d'être interrompu, là. Ça peut être de façon informelle. Donc,
permettez, je vais juste m'assurer que j'ai... Alors voilà, vous voyez toujours mon écran? C'est bon, OK. Merci. Donc, notre mission à Alpha Plus, c'est d'aider les centres à favoriser, par l'adoption de la technologie numérique, à favoriser la réussite des personnes apprenantes, à améliorer l'expérience de formation et aussi à renforcer la capacité des centres. Et on fait ça à travers différents services, différentes actions. Est-ce qu'on fait les différents services qu'on offre? Il y en a qui sont à plus court terme, il y en a qui sont à plus long terme. Et ils vont varier aussi. En ce moment, on a une offre de service qui répond aux besoins qu'on a identifiés, mais avec le temps aussi, les choses évoluent, puis on change un peu ce qu'on fait. Évidemment, il y a beaucoup de ce qu'on fait en ce moment qui est né de l'impact de la pandémie et du fait qu'on a été forcé à travailler à distance. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait suite à ça. Donc, je vais vous parler de chacun des secteurs de service et comme je vous dis, arrêtez-moi si jamais vous voulez poser des questions. Donc, l'aide technique rapide, on l'affiche pas comme telle, on ne l'annonce pas tellement, mais sachez que si vous avez des questions techniques, vous pouvez entrer en communication avec moi. Parce que on sait pas c'est pas un service, c'est comme officieux, c'est pas officiel, mais étant donné qu'on travaille beaucoup avec la technologie à l'interne, qu'on aide les organismes avec la technologie et aussi qu'on a des partenaires extérieurs avec qui on travaille des fois pour mettre des choses en place, on recueille beaucoup d'informations. Donc, si jamais vous avez des questions qui sont plus ponctuelles puis vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez communiquer avec nous. Peut-être qu'on aura une réponse à vous donner ou on pourra vous orienter vers la bonne ressource pour trouver la réponse. Ensuite de ça, évidemment, il y a l'accompagnement. J'en ai parlé auparavant. L'accompagnement, c'est ce qui a pris beaucoup, je dirais, de nos énergies dans les derniers 6-7 ans. Ça fait un bout de temps là, qu'on le fait. À quoi ça ressemble l'accompagnement? C'est que un centre va nous dire qu'ils ont peut-être besoin d'aide, ils sont pas certains de qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement. Et là, on va faire une entente de service où on va élaborer là tout ce qui pourrait être fait pour vous aider. Et là, c'est difficile à décrire parce que ça va varier tellement d'un centre à l'autre. Je vais vous donner des exemples dans quelques secondes. Mais vraiment, le plan qu'on fait il est en fonction de vos besoins. On n'arrive pas avec quelque chose qui est déjà tout préparé. Et là, on va élaborer une liste d'actions qu'on peut prendre. Et ça peut prendre la forme de la formation qu'on va faire avec le personnel. Ça peut être s'asseoir ensemble et essayer différents outils, différentes technologies pour essayer de répondre à une question que vous avez, quelque chose que vous voulez faire autrement. Et là, on va faire des essais-erreurs. Des fois, ça se passe comme ça. C'est qu'on fait vraiment, on développe une solution avec vous. Ça peut aussi porter sur différents aspects de vos activités. Là, on va travailler avec les formateurs, les formatrices sur différentes choses qui ont rapport avec l'enseignement, avec l'apprentissage en classe. Ça peut être aussi plus administratif. Le côté, des fois, j'ai travaillé avec des adjoints administratifs qui voulaient trouver une solution, ou ça peut être plus général, où le centre coordonnateur ou coordonnatrice veut améliorer en général la capacité de son centre. Ça varie beaucoup. Donc, du début à la fin, ça varie aussi en termes de temps. Au départ, on faisait du suivi comme ça, de l'accompagnement qui pouvait durer toute l'année. On commençait en avril, puis on terminait en mars. Et on allait au rythme du centre. C'est certain que vous êtes très occupés, vous n'avez pas beaucoup de temps, donc on pouvait élaborer le plan au printemps et tranquillement commencer à travailler dessus en été, en automne, selon le temps qui était disponible et finir en mars.
dans les dernières années, surtout avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des interventions plus ponctuelles, que des fois, bon, un centre avait besoin de trouver une solution à quelque chose et que ça allait prendre peut-être 3 mois d'identifier le besoin, d'essayer de trouver la solution, après ça, de la mettre en œuvre, la solution avec l'équipe du centre. Donc, ça varie beaucoup en termes de temps. C'est toujours en fonction de vos besoins, de vos disponibilités. Et là, juste des exemples brefs, mais je vais vous en donner des un petit peu plus élaborés. On a fait avec du personnel la formation sur la sécurité en ligne parce qu'ils voulaient être mieux informés, identifier des applications, des logiciels qui peuvent être utilisés pour des besoins spécifiques, simplifier un système, le système des suivis, là, les suivis qu'on fait à 3 mois, 6 mois, 12 mois pour certains centres qui ont un gros roulement. Ça peut être difficile de faire les suivis. Donc, simplifier mettre en place un système simplifié, aider avec les outils de Microsoft 365 et les outils de Google. Ça, on en a fait beaucoup depuis la pandémie, étant donné qu'ils permettaient du travail à distance, du travail en nuage. Donc, vraiment différentes choses et parfois, les centres vont nous approcher avec un besoin pour lequel on n'a pas tout à fait les connaissances, mais on va se renseigner. Des fois, on va aller se renseigner à l'extérieur. Des fois, on va travailler avec des consultants extérieurs pour amener une solution pour le centre. Donc, je vais vous donner quelques exemples et je pense que peut-être qu'il y en a que vous avez déjà vu, j'en ai déjà parlé dans d'autres présentations selon le contexte des ateliers que j'ai faits. Donc, ça arrive des fois que c'est développer un site web pour un centre qui peut être le besoin qui est identifié parmi d'autres besoins. Là, je vous en donne un exemple aujourd'hui, c'est le centre de formation de Renfrew avec qui on a travaillé. Dans leur cas, c'était le site web là, principal de l'organisme qui voulait refaire avec un nouveau logo, un nouveau look. Évidemment, ça venait d'eux, aller faire le graphisme et tout ça, nous, c'était pas notre force. Mais ce qu'on a pu faire, c'est leur montrer. Ils voulaient avoir une solution simplifiée parce qu'auparavant, ils utilisaient un consultant à l'extérieur qui faisait les mises à jour pour eux. C'était quelque chose qui prenait du temps, qui était coûteux. Donc, ils ont décidé d'avoir une solution où eux-mêmes pouvaient faire les mises à jour. Donc, on a utilisé l'outil Google, site de Google. Ça aurait pu être un autre outil là, qui permet de faire les mêmes choses. Dans ce cas-ci, c'était le site principal. Dans d'autres cas, c'est des sites comme en parallèle que les formateurs, formatrices veulent élaborer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une petite formation sur l'outil, comment ça fonctionne, et à mesure que la formatrice fait son projet de site web, on peut faire de l'accompagnement, l'aider à trouver des solutions là, à mesure que le travail avance. Il y a aussi parfois où on a aidé des centres à passer de l'imprimé à des versions en ligne de formulaires. Donc, ici, il y a des exemples. Il y en a un qui c'était l'évaluation des compétences numériques d'un centre qui a décidé de faire ça en ligne, de mettre le formulaire en ligne. Et aussi, il y a un autre centre qui a décidé pendant la pandémie, de mettre en place le formulaire de suivi là, de façon virtuelle, donc plutôt que ce soit papier. Donc, il s'agissait de prendre des décisions là, sur comment on transpose la version papier en version en ligne. Il y a un autre centre, c'est pas moi qui ai travaillé avec ces gens-là, mais j'ai 2 collègues qui ont travaillé avec un autre centre qui voulait justement simplifier ou mieux travailler là, avec les suivis qui se font aux 3, 6, 12 mois. Ils voulaient avoir un meilleur suivi des suivis. Donc, ils ont exploré Teams et Planner de Microsoft pour mettre en place quelque chose qui soit plus facile à utiliser, que plusieurs personnes, plusieurs collègues pouvaient faire le suivi, là, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec tel suivi, etc. Là, vous allez avoir, j'enverrai la présentation pour que vous puissiez la voir. Ici, c'est un court vidéo qui explique un petit peu qu'est-ce qui a été exploré, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus là, sur comment, quelle solution a été trouvée. Et aussi, bon, à même
le travail qu'on fait avec les centres, souvent on va travailler avec le personnel sur une solution générale à un problème qu'ils ont identifié. Mais aussi, et ça on le fait de plus en plus, il y a cet aspect-là qui demeure où on essaie de trouver une solution à un problème que le centre veut faire des changements, mais on va le faire aussi de façon individualisée, c'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, il y a une équipe de 4-5 formatrices d'un centre que chacune avait des questions particulières, elle voulait travailler sur quelque chose, elle voulait améliorer quelque chose, elle voulait essayer des choses. Donc, moi, j'ai fait de la formation avec chacune individualisée, ce que ça permet. C'est que vraiment, on a plus de temps pour travailler ensemble et vraiment se concentrer sur les détails du problème qu'elles essaient de résoudre. Donc, ça aussi, c'est possible dans l'accompagnement qu'on fait avec les centres. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non? Ça va? Ça va, je vois rien dans le clavardage, OK, donc c'est je bon. pense que c'est bon. OK. Aussi, bon, là, on passe à l'aspect, ce que j'appelle réseautage. Il y a réseau numérique, ça vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous avez assisté aux ateliers. Auparavant, des ateliers ponctuels, c'était plutôt une espèce de formation sur plusieurs semaines. L'objectif de réseau numérique, c'est de discuter de solutions, d'outils, d'intégration de la technologie et aussi avec ça, de faire de la pratique réflexive, aller se poser des questions sur notre façon de faire. Réseau numérique permet, en tout cas, j'essaie autant que possible de permettre aux participants de donner leur avis ou faire des suggestions. Des fois, moi, j'ai pas toutes les solutions ou toutes les idées. Donc, c'est un peu l'idée de réseau numérique. Mais aussi, il n'y a pas juste réseau numérique, il y a un autre service qu'on offre qui découle de réseau numérique. En ce moment, il est seulement offert en anglais, mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui voudraient aller l'explorer. C'est un dérivé de réseau numérique du côté anglophone. Ma collègue Tracy, la façon qu'elle fait réseau numérique, elle le fait de façon synchrone et asynchrone. Il y a des rencontres pendant 6-8 semaines sur Zoom, mais il y a aussi une composante qui se fait sur Moodle où il y a un cheminement qui se fait, un questionnement, puis l'exploration d'outils, puis comme c'était difficile pour les gens de se retrouver à la même heure au même temps, ou de le faire s'ils faisaient seulement la composante là, asynchrone, de le faire à l'intérieur de 8 semaines. Donc, Tracy a eu l'idée de le faire de façon à ce que ça puisse être fait de façon complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle est présente dans le forum si les participants ont des questions, des réflexions. Elle est là, mais ça peut se faire sur une période plus prolongée et chaque module porte sur un thème et les gens peuvent aller faire les lectures, explorer les ressources qui sont suggérées, etc. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que s'il y en a qui seraient intéressés peut-être à aller jeter un coup d'œil sur la version anglaise, puis me dire telle partie, ce serait intéressant d'en savoir plus. Si ça pouvait être fait en français, je serais très heureuse de le faire. Et puis, peut-être que ce serait quelque chose qu'on pourrait faire dans l'année fiscale qui vient, de peut-être faire une adaptation de la boîte à outils numérique. L'objectif à la fin, c'est vraiment que le formateur ou la formatrice ait exploré différentes choses, puis ait choisi les outils qu'il ou elle veut adopter, veut intégrer dans sa pratique. Donc, c'est lancé. Si jamais ça vous intéresse, vous me faites signe et puis je pourrai vous donner l'information pour entrer dans le site Moodle pour aller explorer la boîte à outils. Toujours dans le côté réseautage, et là, c'est du côté anglophone, mais je voulais quand même le rappeler. On a ce qu'on appelle
Virtual Showcase qui ont lieu, je pense qu'il y en a eu 4 encore cette année, ça fait 2 ans qu'elles ont lieu, où ma collègue Monica, mais plusieurs de mes collègues, ils vont chercher des gens dans le milieu qui ont essayé des choses, ils ont des nouvelles pratiques, ont essayé des outils ou des façons de faire et ils viennent le présenter à d'autres. Et dans la rencontre, il y a la possibilité par la suite de faire une rencontre là, informelle où les gens peuvent dialoguer, échanger sur le sujet de la séance en question. Elles sont enregistrées. J'ai fait le lien ici vers les séances. Elles ont eu lieu les 4 séances pour cette année. Donc, si vous voudriez aller les revoir, aller voir les sujets, les écouter, je voulais les mettre ici pour que ça puisse être un autre aussi que peut-être puisse vous être utile. Le deuxième, les GabFest, encore là, c'est fait en anglais, c'est des discussions qu'on fait. Je décrirais ça comme des rencontres qui auraient lieu si on était plus. Maintenant, on est retourné un peu plus dans nos centres, mais des fois, on est tout seul. Hein, c'est un petit centre, on est 2 ou 3 à y travailler, mais c'est un endroit où on pourrait rencontrer dans le corridor des collègues. Les collègues peuvent être à des milliers de kilomètres plus loin, mais là, on les fait en ligne et là, on peut avoir une rencontre avec un collègue. C'est comme informel. On a un thème pour chaque rencontre. C'est toujours relié à l'intégration de la technologie, mais ça évolue. Des fois, on finit par parler d'autres choses. Et c'est vraiment pour permettre aux participants, ça s'adresse surtout aux formateurs et formatrices, d'échanger entre eux. Et vraiment, il y a des belles rencontres où les gens échangent des idées de ressources, des façons de faire, et c'est tout fait de façon informelle. Donc, si jamais vous aimeriez participer du côté anglais, encore là, le lien peut vous donner les dates des prochaines rencontres. Et si vous aimeriez faire peut-être la même chose du côté francophone, vous pouvez me faire signe si vous avez des idées de sujets abordés de cette façon-là. C'est aussi possible. Je vais juste vérifier l'heure qu'il est. Parce que j'aurais aimé vous présenter, évidemment, on produit aussi des ressources, on ne fait pas juste offrir des services, là, on construit des ressources qui peuvent vous être utiles. Je voulais peut-être vous présenter le guide. Je pense qu'il a déjà été annoncé du côté anglais, on l'a préparé en anglais et là on a fait une traduction, une adaptation en français. Il n'a pas été annoncé encore, donc c'est une primeur aujourd'hui. Mais je voulais juste peut-être le regarder quelques minutes. Oui, vas-y, prends ton temps, il Oui. reste encore, oui, oui. OK, c'est bon. Donc, le guide en question a été, l'idée du guide est venue, évidemment, quand la pandémie a frappé et que on a dû fermer nos portes et essayer d'aider les personnes apprenantes du mieux qu'on pouvait. Il y a des réalisations qui ont été faites, des choses qu'on savait déjà. On savait que les personnes apprenantes avaient des difficultés à accéder à l'Internet, n'avaient pas les appareils appropriés, etc. Mais là, vraiment, ça frappait dur, on s'en est rendu compte. Donc, l'idée du guide est venue de là. Vraiment, globalement, c'est de prendre le temps de faire un portrait de qu'est-ce qui se passe et quelles solutions on peut apporter. Et là, il y a vraiment des idées pratico-pratiques là, dans les différents chapitres. Donc, il y a une explication de ce qu'est l'inclusion numérique, de comment on décrit, c'est quoi les aspects, c'est quoi les problèmes qu'une personne apprenante peut rencontrer dans dans l'accès au programme d'apprentissage. Excusez-moi. Et là, dans tout ça, dans les pages que je vous montre, il y a vraiment de l'information que si vous en avez besoin, vous pouvez la réutiliser. Si vous avez besoin de communiquer avec des partenaires pour les sensibiliser sur le problème de l'inclusion numérique, vraiment, vous pouvez aller piger là-dedans de l'information. Ça a vraiment été fait dans cette optique-là pour que vous puissiez... je m'excuse, je vais reculer. Parce que je vais vous montrer les petits graphiques. Voilà. Donc, on a créé différents graphiques qui permettent d'illustrer c'est quoi avoir un accès plus difficile d'être exclu ou d'être inclus. Et ces petits graphiques-là, on les a fait, là, ils peuvent être réutilisés
c'est libre de droit. Vous pouvez les prendre, les afficher où vous voulez, les réutiliser à votre façon pour vraiment être capable de communiquer à propos de ce défi-là. Et comme je vous disais, vous pouvez utiliser les différents... On a vraiment mis beaucoup d'emphase sur l'information, sur des statistiques, etc., qui portent sur l'inclusion et l'exclusion numérique. Donc, vous pouvez les utiliser, ces informations-là. Il y a différents programmes qui sont décrits ici. Et si jamais vous avez des programmes ou des ressources auxquelles que vous connaissez et qui ne sont pas dans le guide, veuillez s'il vous plaît m'en faire part parce que ça va me faire vraiment plaisir d'ajouter. On a essayé de faire un travail d'adaptation en français le mieux possible, mais il y a peut-être des choses qui nous manquent. Et aussi, bon, il y a différents programmes ici qui sont décrits si jamais vous voulez vous impliquer pour faire avancer l'inclusion numérique. Il y a différentes ressources aussi que vous pouvez utiliser. Bon, il y a des sources d'informations sur soit comment se brancher à l'Internet à peu de frais ou comment obtenir un appareil. Sûrement que vous les avez vus, ces différents services-là, ces différentes ressources-là pendant la pandémie, mais on les a ici ajoutées. Encore là, si vous connaissez les choses qui nous manquent, faites-moi, vous m'en faites part. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'il y a quelques idées pour développer les compétences numériques, parce que ça, c'est un des aspects de l'exclusion numérique. C'est beau d'avoir la connexion, c'est beau d'avoir l'appareil, mais il y a d'avoir les compétences. Donc, il y a quelques idées qui sont présentées là, dans les 2 derniers chapitres où vous pouvez aller prendre des exemples d'idées pour développer les compétences numériques, justement pour améliorer l'inclusion numérique. Hélène, c'est Gabrielle. Écoute, je me demandais, tu sais, je trouve ça intéressant de voir puisque le guide est en français, mais des fois, je crois qu'il y a des ressources là, comme le petit vidéo en anglais sur les téléphones intelligents. Je pense que c'est important pour nous de rester en lien avec vous autres par rapport à ça, parce qu'on travaille sur du développement de ressources en français qui touchent les téléphones intelligents, entre autres, et d'autres trucs qui pourraient peut-être, à un moment donné, compléter OK. le guide en français. Il y en a certaines que vous avez déjà, mais peut-être d'autres manquantes Oui, oui. peut-être aussi. Fait que ça pourrait servir d'exemple. Là. Céline, de toute façon, et toi, être en lien. Fait que Oui, parfaitement. C'est ce qui pourrait vraiment comme améliorer le guide là, s'il y avait des ressources plus spécifiques en français. Oui. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Je vous laisse regarder vous aurez le lien. Vous pourrez regarder plus en détail là, les chapitres, l'information qui s'y trouve. Et comme je vous disais, c'est là pour être utilisé à votre guise. Ça peut vous aider là, de différentes façons. Donc, la prochaine chose, c'est le répertoire d'applications. On le voyait là, dans le guide, on en avait fait un lien. C'est une des ressources qu'on a créées dans les dernières années qui a été appréciée. Je vais juste vous le montrer. On vient de refaire notre site web. Donc, si il y en a d'entre vous qui avaient déjà visité la liste des applications utiles, ça a changé un petit peu. Elles sont catégorisées en différentes... Bon, des catégories, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 6 différentes catégories. Je vais peut-être juste vous donner un exemple. Donc, c'était fait, cette liste-là, dans l'optique que parfois, les centres ont des appareils mobiles du genre des tablettes qui peuvent prêter aux apprenants ou qui sont utilisés sur place. Et on nous demandait des fois quelles applications pourraient être utiles avec les personnes apprenantes. Dans cette liste-là, il y a des applications qui pourraient être utilisées peut-être de façon
en groupe ou en classe, qui permettent de faire certaines activités là, qui sont plus des activités de classe. Il y a aussi d'autres applications qui sont plus des applications personnelles, qui pourraient être suggérées aux personnes apprenantes pour développer des compétences ou pour les aider dans leur vie quotidienne. Donc, il y a vraiment les deux. Il y en a, elles sont pas toutes gratuites. Il y en a qui sont à faible coût. Donc, je peux peut-être vous donner un exemple de ce qui se passe lorsqu'on clique sur une application en particulier. Donc, on a vraiment pris le temps de les installer et les essayer, les tester, les applications, et là, vraiment de ressortir qu'est-ce qui était bon et moins bon pour chaque application qu'on a mis en lien. Et on a la possibilité d'aller voir sur les sites où elles peuvent être téléchargées. Les coûts, ça fait déjà un petit bout de temps, ça doit faire 2 ans qu'on a commencé ça. Donc, c'est peu qu'il y ait une petite différence dans les coûts, que ça a augmenté un peu. Mais en gros, l'information est encore valide pour ce qui est du fonctionnement des différentes applications. Alors voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ah, c'est presque tout. Je voulais juste mentionner en terminant que on reçoit parfois des demandes et ça, peut-être qu'on ne le laisse pas savoir suffisamment. Si ce que vous avez en tête ne rentre pas dans une des catégories de nos services, vous pouvez toujours nous approcher parce qu'on fait parfois de la formation sur mesure en fonction d'un besoin particulier. C'est pas nécessairement dans le cadre de l'accompagnement, c'est juste pour une fois une formation quelconque. On peut aussi des fois produire des listes de ressources si vous cherchez sur un sujet en particulier qui est lié à l'intégration de la technologie. C'est quelque chose qu'on fait parfois. Et des fois aussi, il y a des gens qui vont avoir des questions, puis ils ne sont pas certains de où trouver la réponse. Donc, soyez à l'aise de nous contacter, de communiquer avec nous. Si nous, on n'a pas la réponse, on travaille avec avec un réseau de gens qu'on peut auquel on peut poser des questions, puis on peut vous aider peut-être à commencer un projet, commencer quelque chose. On peut vous orienter de cette façon-là. Donc, c'est une possibilité aussi si vous nous contactez. Donc, c'est à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'était un petit peu rapide. Est-ce qu'il y a des questions pour Guylaine? En tout cas, moi, je trouve intéressant ce que tu nous as montré. Je peux voir qu'il y a peut-être des liens pour nous à faire qui développons des formations, là, surtout dans les dernières diapos que tu as montrées. Il y a peut-être des choses dont on peut se servir là, pour enrichir un peu nos formations ou offrir des références ou des ressources aux apprenants. Donc, c'est super. Oui, Céline? Oui, puis je voudrais aussi remercier là, de préciser que vous faites aussi du sur-mesure parce que des fois, les besoins sont particuliers ou spécifiques. Donc, j'invite tout le monde à communiquer directement là, avec Alpha Plus et avec Guylaine pour plus d'informations. C'était vraiment intéressant, en tout cas, de voir la diversité des outils puis des ressources là, que Alpha Plus offre au secteur et au centre. Donc, merci beaucoup. Oui, c'est juste, Céline, vraiment l'accompagnement puis le sur-mesure, là, c'est beaucoup ce que je retiens de votre approche. Alors, je trouve ça super. Fait que pour nos centres membres du réseau de la COFA, là, c'est génial. Oui, puis... Alors, oui, vas-y. Le message que je veux laisser, c'est ne soyez pas gênés de nous approcher avec une question, parce que nous, quand on reçoit les questions, le plus de questions qu'on reçoit, le mieux qu'on comprend les besoins. Surtout quand c'est des questions particulières, on peut vraiment comprendre mieux qu'est-ce qui se passe et comment on peut développer peut-être un service si on reçoit plusieurs questions qui sont dans le même domaine. C'est un très bon point. Puis, je vois qu'il n'y a pas nécessairement d'autres questions dans le clavardage ou commentaires. Oui, Céline? Oui, puis les gens vont recevoir aussi les présentations de Guylaine et de Catherine. Donc,
je vous invite là, à les relire et à revoir là, les éléments. Là. Donc, vous allez avoir ça là, dans un courriel là, de suivi suite à cette présentation-là, là, entre autres. Puis à ce moment-là, moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important pour nous tous, Catherine l'a mentionné, puis Guylaine l'a fait aussi, c'est important de nous communiquer vos besoins. Je sais qu'on est souvent bombardé de questionnaires, de sondages, tout ça, mais s'il vous plaît, prenez quelques temps pour nous dire, tu sais, qu'est-ce qui sont vos besoins, parce que c'est comme ça que nous, on arrive à mieux vous servir, à mieux répondre à vos besoins, puis de savoir comment ça se passe de votre côté. Puis à cet effet, ben, je veux vous dire que, comme à l'habitude, on vous envoie un petit sondage à la fin de la communauté de partage, fait que je vous invite à y répondre, il est très court. Puis si vous avez des idées de sujets que vous voudriez qu'on traite en communauté de partage, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Aussi, on a une prochaine communauté de partage le 18 janvier qui va porter sur le financement de comment rédiger des subventions, finalement, des demandes de subventions. Alors donc, on vous en dira plus en début janvier là-dessus, puis sur les prochaines communautés de partage qui s'en viennent. Alors, d'ici là, joyeuses fêtes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis profitez bien du temps des fêtes pour refaire le plein. Bon après-midi tout le monde.